Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les réactions en E1 et en E3. Dans la vidéo précédente, nous avons calculé les déplacements en E2. Alors, comme j'ai dit aussi dans la vidéo précédente, nous pouvons calculer les déplacements en E2 et les réactions en E1 et E3 directement. C'est-à-dire que nous prenons cette matrice, nous développons complètement l'équation. Du coup, c'est-à-dire qu'on prend la matrice de rigidité globale, on multiplie par les déplacements globaux et on égale chaque ligne à x1, y1, x2, y2, x3, y3. On aura un système d'équations, 6 équations, 6 inconnues. Du coup, on va calculer en même temps les déplacements et en même temps les réactions. Mais moi, j'ai décidé de scinder ça en deux parties. Je simplifie la matrice de rigidité pour aboutir à quelque chose de plus simple à exploiter. Du coup, la méthode de simplification de la matrice de rigidité est plus simple. C'est-à-dire que si nous avons un système avec plusieurs poutres, développer complètement la matrice de rigidité, ça va être très compliqué. Ça reste faisable, mais ça va être très compliqué. On aura un système, par exemple, on peut se retrouver avec 10 équations, 10 inconnues, quelque chose de très complexe. Or, en simplifiant notre matrice de rigidité, comme je le fais là, ce sera plus simple pour résoudre ça. Alors, revenons à nos moutons. Ici, on cherche à calculer les réactions en E1 et en E3. Du coup, si on va simplifier, on sait que les déplacements en E1 et en E3 sont nuls. Du coup, on peut supprimer les deux premières colonnes, ici. Vu qu'ici, je rappelle, ici on a U1, V1, U2, V2, U3 et V3. C'est la même chose pour les lignes aussi. U1, V1, U2, V2, U3, V3. Alors, vu que les déplacements sont nuls, en E1 et en E3, on peut supprimer les deux premières lignes ici. La même chose, on peut supprimer les deux dernières lignes, car ces colonnes ou ces lignes correspondent au déplacement en E1 et en E3. Ici, on va supprimer les lignes ici qui correspondent au déplacement en E2 ici. On supprime ça. On supprime ça ici. Du coup, ici, on garde cette partie et cette partie ici. Ces deux parties vont constituer notre nouvelle matrice de rigidité. Ici, on supprime U1 et V1, ceux qui sont nuls. U3 et V3, ils sont nuls aussi. Du coup, on garde U2 et V2, que nous venons de calculer dans la vidéo précédente. Ici, vu qu'on cherche les réactions en E1 et en E2, on va supprimer x2 et V2. Vu que nous connaissons déjà x2 et V2, on peut les supprimer. Du coup, il nous reste x1, y1, x3, y3. On va réécrire ça de manière simple. Si on écrit notre système, on aboutit à quelque chose de plus simple ici et plus propre, c'est-à-dire ES sur L. On aboutit à cette nouvelle matrice ici. Ici, on a U2 et V2 que nous connaissons, que nous avons calculé dans la vidéo précédente. Ici, on cherche à calculer X1, Y1, X3 et Y3. Ici, on peut développer facilement. On aboutit à cette ligne, puis cette ligne, puis cette ligne, puis cette ligne. Sachant que U2 est égal à 3FL sur ES et V2 est égal à moins FL sur ES. Du coup, ici, on a 4 équations, 4 inconnues. C'est simple pour nous. Ici, on va remplacer U2 et V2 par leur expression. Du coup, ici, on se remplace. Ici, on sait que X1 est nul. On remplace ici V2 ici. U2 et V2 on remplace. Une fois qu'on remplace, on simplifie. On aboutit à X1 égale à 0, Y1 égale à F, X3 est égal à moins F et Y3 est égal à moins F. Du coup, ici, nous venons de calculer les réactions en E1 et en E3. Du coup, je rappelle, X1 est nul, Y1 égale à F et X3 égale à F, Y3 égale à F. N'oublions pas que nous sommes en traction et en compression. On néglige les efforts tranchants.